bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Raoul Edebo. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du PTB et député fédéral. On va parler d'abord de crise internationale avec vous, Raoul Edebo. Des essais nucléaires à répétition pour la Corée du Nord. J'aimerais avoir votre réaction et je vous propose trois types de réactions, trois types de réponses. Réponse A. C'est un État responsable, donc un État responsable comme la Corée du Nord a bien le droit de disposer de l'arme nucléaire. B, c'est un État voyou qu'il faut mater avant qu'il n'attaque ses voisins. Ou réponse C, l'apaisement est le seul chemin, il faut négocier. Alors, quelle est votre réaction ? Indiscutablement, la réponse C. Je crois réellement que dans la situation actuelle, il faut du dialogue, il faut pouvoir discuter. C'est très clair pour le PTB. Nous, on condamne évidemment cet essai nucléaire. Je crois que vraiment c'est un danger pour les équilibres du monde. Mais d'un autre côté, il faut arrêter de focaliser uniquement sur la petite Corée du Nord. Je veux dire, sont très très clairs. Il s'agit aujourd'hui d'une véritable lutte géostratégique entre d'une part les États-Unis et d'autre part la Chine. Il faut quand même rappeler que quand Trump a pris le pouvoir aux États-Unis, ses principaux conseillers ont dit textuellement, une guerre va se préparer contre la Chine. Il faut quand même s'imaginer ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment apaiser et il faut arrêter finalement ces provocations des deux côtés. On parle beaucoup, à juste titre, de ces essais nucléaires nord-coréens. Il faut quand même aussi parler de tous les exercices militaires qui se font déjà par les Américains depuis 15-20 ans dans la région et qui ont lieu presque toutes les semaines et qui sont des véritables provocations. C'est-à-dire que font les États-Unis dans ce type de région-là. Il faut un peu arrêter de croire qu'une puissance impérialiste comme les États-Unis peut aller faire des essais militaires un peu partout dans le monde, avoir des bases militaires un peu partout dans le monde, dont notamment en Corée du Sud. Je crois que c'est un danger pour la paix. Et donc j'espère que dans les semaines à venir, les forces de paix, notamment politiques, mais surtout aussi les peuples, vont se remobiliser pour une véritable dénucléarisation du monde. Je crois qu'il faut revenir avec ces traités de non-prolifération, et y compris chez nous, parce qu'il faut quand même arrêter d'être hypocrite. Je veux dire, la Belgique a des missiles nucléaires sur son territoire, même si elle ne l'avoue pas, à Kleine Brogel. Donc je crois que c'est un véritable danger pour la paix dans le monde, et je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes et les femmes responsables doivent œuvrer à la paix. Et vous ne croyez pas que le nucléaire peut parfois décourager certains pays de faire des actes vraiment assez durs vis-à-vis de leurs voisins, de les envahir ou d'autres? Mais je pense qu'en tout cas, effectivement, il y a tout un débat aujourd'hui dans les petits pays, je veux dire, du tiers-monde, sur base du bilan de l'Irak, de la Libye, etc., de dire qu'à n'importe quel moment, les Américains peuvent rentrer dans un pays et aller raser toute forme d'État. Ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ils ont fait en Irak, ils ont fait en Libye. Mais évidemment, le nucléaire n'est pas la solution. Je veux dire, sinon, tout le monde va commencer à avoir la bombe nucléaire, et donc on va finalement avoir cette guerre nucléaire qui va être un danger pour toute l'humanité. Donc je pense qu'il faut plutôt régler ce type de choses par la diplomatie et aussi par la démocratie internationale. Moi je crois qu'un geste fort dans ce genre de crise-ci serait d'exiger de la part des États-Unis qu'ils donnent une garantie noir sur blanc qu'ils ne vont pas envahir la Corée du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays se disent « Oula, nous on n'est pas à l'abri, on a été mis sur la liste des États voyous » et cette liste c'est une longue liste des États-Unis. Si les États-Unis se permettent d'intervenir partout comme ça, on crée un déséquilibre géostratégique mondial. Donc je crois qu'il faut apaiser. Aujourd'hui, il faut pouvoir donner un signal fort à la Corée du Nord que c'est impossible de continuer à accepter ce type d'essai nucléaire, et un signal fort vers les États-Unis d'Amérique et Trump que la paix dans le monde est trop précieuse que pour pouvoir la mettre en feu comme aujourd'hui. Alors, de la crise internationale, on passe à la crise belgo-belge, en tout cas des gouvernements francophones. On avait un peu l'impression que le PTB était au balcon pendant toute cette crise des gouvernements francophones. Vous n'avez répondu à aucun des appels, que ce soit celui du CDH, de Défi ou même d'Écolo. Ça ne vous intéressait pas, cette crise? Qu'est-ce que vous voulez que le PTB ait raconté? C'est une crise des partis traditionnels, où ils ont fonctionné pendant 20-25 ans de cette manière-là, où en gros, le CDH n'est pas beaucoup plus crédible que le PS ou le MR en matière de bonne gouvernance. Il faut arrêter. Je veux dire, si M. Ludgen a tiré la prise, ce n'est pas pour des raisons de gouvernance. Il a tiré la prise pour des raisons de pouvoir et de poste. Et qu'est-ce que vous voulez que le PTB aille dire par rapport à ça? Nous, on a dit dès le départ, on veut faire de la politique autrement, avec des élus qui vivent avec des salaires de travailleurs, avec un travail sur le terrain, avec une demande très claire qui est celle de rendre public les patrimoines et les salaires et les revenus de l'ensemble des élus de la nation. Je veux dire, c'est quand même une mesure très claire qui pourrait être appliquée. Et non, on tourne autour du pot, on est de oui-non, M. Ludgen essaie de nous faire croire qu'il veut faire de la gouvernance, on n'y comprend plus rien du tout. D'accord.
par rapport à l'appel du CDH. Mais par rapport à Défi ou Écolo qui disent, voilà, nous, on a une série de propositions, là, vous auriez pu vous associer à ces propositions. Nous, on est très contents. Écolo, et je les salue aujourd'hui, nous a tendu la main en nous demandant ce qu'on pensait de leurs différentes propositions. Et on a eu une rencontre avec la direction d'Écolo où on a dit qu'on était d'accord avec une grande majorité de leurs propositions. Donc nous, à partir du moment où on nous invite à discuter, on est évidemment tout à fait ouvert à le faire. Maintenant, soyons très clairs, avec 2 députés à la région wallonne et 4 à la région bruxelloise, de toute façon, arithmétiquement, elle n'était pas nécessaire. Je ne vois pas ce que le PTB aurait été faire dans une future majorité s'il n'est pas indispensable mathématiquement. On a vu ce qui s'est passé dans le passé quand des partis, par exemple, comme Écolo, ont participé à la région bruxelloise ou ont participé à la région wallonne. Quand ils ne sont pas nécessaires arithmétiquement, on les a envoyés bouler, on n'a rien appliqué de leurs mesures-là. Donc moi, je crois que le PTB s'est concentré surtout à dire, voilà, ça c'est une ligne directrice en matière de gouvernance. Il faut que les élus vivent beaucoup plus proches comme les gens. Et deuxièmement, et ça c'est quand même important aussi, il y a un défi énorme pour le PTB aujourd'hui de se construire sur le terrain. Pas uniquement dans ces communes dans lesquelles on le connaît, mais dans l'ensemble des communes, que ce soit en Wallonie et à Bruxelles. Et on passe énormément de temps, qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui est fondamental pour le mouvement populaire et pour le PTB, qui est celui de nous construire avec une bureau d'études, des sections locales crédibles, des porte-paroles crédibles. Je crois que c'est tout un travail qu'on fait. En matière de gouvernance, il y a quand même un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord avec les écolos, par exemple, c'est sur le décumul. Vous n'êtes pas contre le décumul. Et votre député bruxellois Ndichy, par exemple, il aurait bien voulu cumuler. C'est ce qu'il expliquait le 30 janvier dernier. Écoutez-le. Quand j'ai été élu, moi, j'ai contacté les ressources humaines de la STIB. Je leur ai dit, voilà, moi je suis député, je suis élu député bruxellois, mais moi je veux continuer à rouler le bus. Je veux continuer à rester... cumuler, en fait. Je voulais cumuler, non pas le salaire, non, je voulais rester dans ma réalité comme stibard. Ça, c'est important pour moi. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai formulé la demande. Puis bon, voilà, il y a eu plein de prétextes qui a fait que, voilà, c'était pas possible d'organiser, l'organisation du travail ne le permettait pas. Bon, je pense que s'ils auraient voulu vraiment me garder, ils auraient fait un petit effort. Et effectivement, moi, je voulais rester dans ma réalité en tant que chauffeur de bus. Pourquoi lui, il pourrait rester chauffeur de bus. Alors un député avocat peut rester avocat aussi. Donc pourquoi vous êtes pour ce cumul? Je crois qu'il suffit d'entendre Youssef. Moi, j'adore entendre Youssef quand on voit ce que ça vient des tripes. Et je crois qu'il répond déjà à lui-même à cette question-là. Nous, on est contre évidemment le cumul d'une part du pognon. Donc ça, c'est la première question. Je rappelle, nous, on est pour que les députés continuent à vivre avec leur salaire de travailleurs, comme nous, on le fait au niveau du PTB. Ça, c'est une. Et deuxièmement... Vous, dans votre cas, c'est l'argent du cumul, je dirais, pas pour le PTB. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ici, l'idée, c'est de plafonner carrément les traitements. C'est ça. Donc nous, on propose de plafonner les traitements du Parlement. Nous pensons que nos politiciens en Belgique soient moins payés. Ça, c'est notre première mesure. Deuxièmement, quand on parle du cumul, on parle des cumuls des mandats politiques, ici. Quand on parle de cumul d'emploi, moi, je dis clairement... Avec le privé. Oui, mais exactement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce cumul sont des avocats, ce sont des patrons, mais on ne trouve pas des travailleurs dans le Parlement. Et donc nous, effectivement, et c'est une divergence qu'on a avec les écolos, où les écolos disent la bonne gouvernance, c'est d'avoir des députés qui travaillent 100% au Parlement. Et ils doivent travailler 100% au Parlement. Non, nous, on dit diminuons le salaire des députés et en même temps, permettons à des députés travailleurs, à des députés salariés, dans l'occurrence de Youssef, c'est un stibard, mais je trouve que ça devrait être aussi étendu aux travailleurs dans le privé. Moi, quand j'ai un camarade qui me dit, un syndicaliste qui me dit, Raoul, moi, je veux bien aller siéger pour le parti dans un conseil communal ou dans un parlement, mais le problème, c'est que... Exactement, je ne vais pas perdre mon boulot. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que je me retrouve, moi, dans un parlement fédéral, et Youssef vit la même chose au niveau de son parlement régional, où le nombre de travailleurs, de salariés, sont proches de l'ordre de zéro. Et nous, on dit non. Nous, on dit non, ça ferait du bien à la démocratie, d'avoir des gens qui sont leurs 2 pieds dans la réalité, et qui pourraient travailler, par exemple, mi-temps pour Youssef comme chauffeur de bus et mi-temps comme député, avec évidemment une réduction du salaire. Le but n'est pas de payer encore plus tous ces politiciens. Le but, c'est on peut diminuer le salaire et ça permettrait d'avoir des députés qui, quand on vote un saut d'index, quand on vote une augmentation de l'âge de la pension à 67 ans, quand Youssef, on lui dit qu'on coupe dans les budgets de la STIB au niveau du matériel, par exemple, lui, il sait ce que ça veut dire avoir un bus STIB avec les portes qui s'ouvrent et qui se ferment et qui font le yo-yo, etc. Je veux dire, il y a des gens qui se retrouvent réellement... Et moi, je trouve ça formidable si on peut avoir des députés comme ça dans les parlements. Alors, parlons de l'automne social, et apparemment il va être chaud, d'après ce que disent les syndicats. Et vous êtes élevé surtout beaucoup contre les flexi-jobs du gouvernement Michel. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux un job flexible que pas de job du tout? Mais non, mais ça, justement, c'est la question de quelle société on veut. Moi, le gouvernement dit on crée des jobs. Eux, ils prennent 1000 jobs temps plein, ils les divisent en 2, ils ont 2000 jobs mi-temps. Attends, ça, c'est pas créer des jobs. Ça, c'est répartir uniquement la précarité sur l'ensemble des travailleurs. Pour
faut arriver à une situation... Mais notre société change aussi. Mais justement, je suis vraiment d'accord, elle change. Elle est formidable, notre société, dans la création de richesses et dans des avancées scientifiques. Vous savez, moi, je suis scientifique de formation. Je trouve formidable comment tous les jours, nos ingénieurs, nos scientifiques font des avancées qui font que normalement, on devrait pouvoir plus produire en bossant moins. C'est à ça que sert la technologie. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand des nouvelles technologies sont introduites dans des entreprises, elles servent à exclure des gens et les envoyer au chômage. Et donc, nous disons très clairement, quand le mouvement ouvrier a posé la question de la journée des 8 heures, on les a déclarés pour des fous. On leur a dit, mais vous êtes fous, quoi. Travailler 8 heures, aujourd'hui, on travaille 12 heures par jour. Ben, heureusement qu'ils ont dit, non, on n'est pas fous. Nous, on dit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de richesses qui sont produites. On peut diminuer du temps de travail. Et donc, effectivement, le PTB, lui, il a des idées nouvelles pour s'adapter à notre société. C'est que plutôt de travailler de plus en plus longtemps, de manière de plus en plus flexible. Non, reprenons le contrôle de notre vie, ayons du temps pour passer avec nos amis, pour passer avec notre famille, pour faire du sport et arrêtons dans une société qui va devenir une société du 24 heures sur 24 et qui va amener, et c'est ça qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des jeunes de 30-40 ans qui sont victimes de burn-out. Qui aurait cru ça? On est déjà percé au niveau de la flexibilité, pressé au niveau de la flexibilité. Là, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc le modèle de société qu'on a, c'est une société où on est beaucoup plus peinard, on réduit le temps de travail et on permet à tout un chacun de vivre convenablement. Alors, il y a une série de chômeurs à Bruxelles qui sont peut-être un peu plus contents, qui sont peinards peut-être maintenant, parce qu'ils ont trouvé du job. Le chômage baisse à Bruxelles, encore des chiffres l'annoncent, même s'il reste de 23,6% chez les jeunes, mais ça continue à baisser. Ça veut dire que le gouvernement bruxellois fait du bon travail Le problème, c'est qu'il faudrait voir quel type de boulot on donne. Ça, j'ai déjà dit, il y a beaucoup de boulots précaires. Et deuxièmement, je veux quand même dire que les chiffres diminuent aussi parce qu'on exclut les chômeurs. Ce n'est pas les sans-emploi, c'est pas le nombre de sans-emploi qu'on diminue, on réduit le chômage. Et donc là, je pense qu'il y a un problème. C'est la question qu'il n'est pas normal que dans une des capitales les plus riches aujourd'hui au niveau de l'Europe, on reste avec des 23,6% des chiffres officiels de gens au chômage, mais on ne parle pas encore de tous ceux qui ont été exclus, etc. Il faut mieux répartir le boulot ici. Et ça, je crois que c'est une volonté politique qu'on doit avoir. Il faut arrêter d'avoir une sorte d'élite qui, elle, a du boulot, une élite internationale qui, elle, a des boulots très, très bien payés. Et puis après, on se retrouve avec la population bruxelloise elle-même qui n'en profite pas. Je crois que là, il y a un véritable problème et je crois que les services publics doivent montrer l'exemple et il faut investir plutôt que de désinvestir dans le service public et surtout pas les privatiser comme veut faire le gouvernement fédéral. Merci Raoul Debeau, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.